à tous. Je serai votre animateur aujourd'hui. Je m'appelle Jean-François Donzier. Je suis le directeur général de l'Office international de l'eau et le secrétaire du réseau international des organismes de bassin. Oui, chers amis, les bassins, ce sont les nouveaux territoires pour une meilleure gestion de l'eau dans le monde. Aujourd'hui, nous avons autour de la table pour en parler des spécialistes venus du monde entier. Mais je voudrais avant vous rappeler simplement quelques dates. 1964, la loi française sur l'eau crée les premiers comités de bassin et les agences de bassin qui ont maintenant presque 50 ans. 1992, c'est la mise en place de la Convention des Nations Unies, dite d'Helsinki, pour la gestion des fleuves transfrontaliers de tous les pays du continent pan-européen. 1997, c'est la loi fédérale de l'eau du Brésil qui crée aussi les comités de bassin sous différentes formes dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis 2000, c'est la promulgation de la directive cadre européenne sur l'eau qui impose aux 27 États membres et aux pays candidats de l'Union européenne une gestion par bassin avec des objectifs extrêmement ambitieux et précis à réaliser dans le temps. Donc les bassins, ce n'est pas aujourd'hui une théorie, c'est quelque chose qui existe même depuis longtemps et qui marche sur le terrain. Et pour nous en convaincre, je vous propose de travailler en trois parties. D'abord, de donner la parole à nos hôtes internationaux, la commission du lac Tchad, avec notre ami Shaibou Mahaman, la commission du Mékong, qui est représentée ici par son directeur exécutif, M. Hans Gutmann, et puis notre ami brésilien du comité Piscirota, Piracicaba, et qui est représenté par Alexandre Luis Almeida Villela. Voilà, alors, nous allons nous répartir la parole. Peut-être commencer par la commission du lac Tchad, qui est évidemment une commission internationale. Est-ce que, monsieur le directeur, vous pouvez nous dire quand a été créée la commission, combien de pays elle regroupe et quels sont ses principaux problèmes, ses principales compétences? Ok, merci bien. Je m'appelle Maman Chaibou. Je suis le directeur général des opérations au niveau de la commission du bassin de lac Tchad. La commission du bassin du lac Tchad a été créée le 22 mai 1964 à Fort Lamy, N'Djamena actuel en République du Tchad, par 4 pays riverains, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Plus tard, en 1998, il y a la République centrafricaine qui est venue s'ajouter pour faire le 5e membre. Et en 2008, il y a la Libye qui est 6e membre. Donc la commission du bassin du lac Tchad, faut-il le rappeler, a été créée dans le souci d'une gestion intégrée des ressources en eau des lacs partagés par 4 pays initialement. Ce lac, au moment de sa création, avait une superficie de 25 000 km². Aujourd'hui, en 2012, il est à peu près à 2500 km². Donc pratiquement une réduction de plus de 90%. Donc les problèmes du lac se situent à ce niveau. Alors nous allons revenir sur les solutions. Je voudrais passer la parole à M. Gutmann pour qu'il nous dise également quand a été créée la commission du Mékong, comment elle fonctionne entre les différents pays, ceux qui en sont membres, ceux qui sont seulement observateurs, et quels sont les principaux problèmes de ce grand fleuve asiatique. Yes, my name is Hans Gutmann. I am the CEO of the Mekong River Commission. Mekong River Commission is an intergovernmental organization created in 1995. The member countries are the lower Mekong countries, the Lao People's Republic, Cambodia, Vietnam, and Thailand.
The main purpose of the Mekong River Commission is to facilitate the member countries to cooperate in all areas of sustainable management. And they're doing that through cooperation of a basin management strategy, a basin development strategy. In the areas of cooperation, for the last 15, 17 years, there has been a lot of development and a lot of steps forward in coming to agreement on how to best take advantage of the different resources in the basin. Apart from the basin development strategy, the countries have also agreed to have specific protocols in areas of maintenance of minimum flow, on water quality, on areas of notification and prior consultation of different projects, so they fit in to the broader picture of sustainable development. I think I leave it at this stage, and we can pick up on some of the other points later on. Thank you. Okay. Je vous propose de changer de continent, de venir en Amérique latine, donc au Brésil, qui est un pays continental à lui tout seul. Le Brésil a voté la loi sur l'eau fédérale en 1997. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a plus de comités de bassin dans le seul pays du Brésil que dans le monde entier ailleurs. Alors comment ça se passe ? Comment fonctionnent ces comités de bassin et surtout, comment est-ce que ça se passe dans le contexte où vous avez des fleuves qui passent, puisque le Brésil est une fédération, qui passent d'un État à un autre, c'est-à-dire qu'on est pratiquement aussi dans une situation de fleuve transfrontalier. Alors Alexandre. Okay. Bonjour, bom dia para os brasileiros, vou falar em português. Bem-vindos ao Brasil. Donzier, obrigado pelo convite. Bom, eu me chamo Alexandre Vilela, venho de uma entidade chamada Consórcio PCJ, que é uma associação civil de direito privado, que hoje tem cerca de 50 prefeituras e 30 grandes empresas, que tem esse papel de atuar em rede na gestão dos recursos hídricos, fortemente numa bacia hidrográfica no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, que é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é uma bacia transfronteiriça, né? Que o Donzier colocou, o Messier Donzier colocou muito claro que nós temos uma lei nacional de águas de 1997 que coloca e traz o domínio das águas sendo dos estados, né, um dos 27 estados, ou da União, né, da unidade federativa. Então, essa gestão é feita por um órgão central, a Agência Nacional de Águas, e depois cada estado tem a sua própria entidade que faz gerenciamento, e o consórcio PCJ nessa história toda, que tem uma parceria longa com a França, desde na década de 90, fortemente, uma irmandade com a região da Loire-Bretagne, assinado em 2006 um termo de cooperação. Então, no Brasil, esses conflitos ocorrem dessa forma, ou seja, temos uma entidade nacional, depois cada estado busca conciliar seus interesses, como, por exemplo, na Bacia do São Francisco, entre o Nordeste brasileiro, que são 7 estados brasileiros, e aí, então, essa gestão de bacias é feita por uma entidade federal, e depois cada estado administra essa questão, e aí é claro que os conflitos ficam muito evidentes, que as características de cada um são muito diferentes, e ao longo da discussão a gente vai contar alguns exemplos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Bien, alors, dans des situations difficiles, comme celle du lac Tchad, comment est-ce que ça se passe entre les pays riverains ? Normalement, il devrait y avoir des conflits pour l'accès à l'eau. Donc ces pays, dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, arrivent à bien s'entendre maintenant, monsieur le directeur ? Oui, disons que la commission du bassin du lac Tchad organise des réunions, des sommets où tous les chefs d'État des pays membres se réunissent tous les 2 ans pour échanger, pour donner des orientations par rapport à la gestion et au mandat confié au secrétariat exécutif de la Commission. C'est dans ce cadre que la Commission s'est donné une vision. Donc, partant de son mandat, elle s'est donné une vision du 2025. À partir de la vision, tous les problèmes étaient identifiés à travers un diagnostic au niveau de l'ensemble des pays, des parties des pays. Et sur la base de ce diagnostic transfrontalier, nous avons abouti plutôt à la mise en place d'un programme d'action stratégique. Un programme d'action stratégique qui identifie tous les problèmes transfrontaliers environnementaux
qui concerne les ressources en eau pour y faire face à partir des actions qui seront réalisées. Et dans ce cadre-là, la Commission a élaboré une charte de l'eau pour réglementer la gestion des ressources en eau au niveau du bassin. Parce que, comme vous le savez, le lac Tchad étant là un lac, mais il y a des cours d'eau qui traversent plusieurs pays avant d'arriver au lac Tchad. Donc il va falloir une réglementation pour éviter à ce que ceux qui ont le plus de moyens fassent des ouvrages en amont pour bloquer le passage d'eau déjà difficile pour atteindre le lac Tchad. Donc je pense que à ce niveau, les garde-fous ont été pris pour une meilleure gestion de la ressource et pour la durabilité de la ressource qui est là. Alors sur le bassin du Mékong, c'est un peu le même problème. Il y a la navigation, il y a l'hydroélectricité, il y a l'accès à l'eau. Est-ce que maintenant tous les pays sont d'accord pour conduire ensemble une politique cohérente? Well, I think there is a very similar system to what just described in Chad, where the member countries have been doing analysis of what the different opportunities are, but also the different constraints. There has been quite a lot of modeling of potential scenarios and trying to find a balance between the potential futures in terms of, as you mentioned, opportunities for navigation, opportunities for hydropower, but also at the same time being able to maintain fisheries, livelihoods in terms of subsistence, agriculture, etc. That is very important to not remove whilst you are addressing development issues in relation to power and intensive agriculture, etc. So I think the situation is very similar. However, I think the member countries within the MRC, you have two of the countries which, as pointed out, have very strong economies and have a lot of internal resources to be able to develop, whereas two of the other member countries are perhaps in need of more assistance from the outside and have a large proportion of the population directly dependent on the water resources, specifically the fisheries. So there is trade-offs there, and there is a continuous dialogue and a debate about where those trade-offs should be, both in the interest of the countries being able to achieve their development priorities, but at the same time also looking at the basin as a whole to see that there are a willingness and an appropriate development for getting shared benefits across the basin. Merci. Alors nous accueillons, il nous a rejoint un peu tardivement, notre ami Mario Flavio Moreira, qui est le vice-président du réseau brésilien des organismes de bassin. Parce qu'il y a tellement d'organismes de bassin maintenant au Brésil qu'ils se sont fédérés au niveau national pour pouvoir évidemment échanger leurs expériences et travailler la main dans la main avec l'administration fédérale et l'administration de chacun des États de leur pays. Alors, comment ça se passe au niveau du REBOB? Vous êtes aussi le président du consortium intermunicipal Lagos-São João et la mise en place de cette loi fédérale de 97 est en bonne voie au Brésil? C'est bon, Bom dia a todos. Representando aqui o Lupercio, que não pôde comparecer ao evento, em nome do Lupercio, como vice-presidente da RIBOB, né? Pediu que comparecesse para o evento e já desculpa o atraso, mas o trânsito está muito complicado aí fora, né? Só um minutinho, estou colocando aqui na sintonia. Não. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tá vendo? Bom, ok. Fala. Na verdade, a gente entende que essa questão da junção aí em torno dos organismos de bacia é de extrema importância, tanto a rede latino-americana como a rede, né, internacional, a RIOC, elas têm um objetivo em comum e nós agora estamos começando a reativar os trabalhos da RILOC e da RIBOB, que é a Rede Brasileira de Organismos de Bacia, e aguardamos em breve um encontro. O Lupercio pediu que transmitisse a vocês que são representantes da RIOC, que provavelmente no segundo semestre agora talvez no mês de setembro ou outubro, estaremos fazendo um encontro
com a rede latino-americana e a participação da REOC para definirmos uma agenda comum de trabalho das duas redes. Certo? Merci. Então, nós vamos definir essa data, mas provavelmente a gente está trabalhando para o seu encontro aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, final de setembro ou início de outubro. Okay? Merci. Alors j'aurais peut-être une dernière question avec une réponse très rapide pour chacun. Pour vous, vous êtes optimiste? La gestion par bassin et l'avenir de vos organisations est assuré et apporte un plus par rapport à ce que pourrait être une politique conduite dans chacun des pays indépendamment ou dans chacun des États au Brésil? Oui, je crois qu'on est effectivement optimiste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons l'appui politique, la volonté politique qui est manifeste au niveau des États membres pour appuyer le secrétariat exécutif dans sa mission de restauration et de réhabilitation du lac Tchad et de son bassin. Nous sommes également optimistes parce que nous avons élaboré tous les canevas, tous les cadres, en tout cas tous les documents nécessaires pour y parvenir. Et c'est pourquoi nous, avec l'appui de nos États, avec la volonté qu'il y a au niveau des États, nous demandons également la solidarité et l'appui des partenaires. Parce que le travail pour restaurer le lac Tchad, ce n'est pas un travail d'un État ou de deux, mais en tout cas, c'est le travail de la communauté internationale parce que c'est un lac qui disparaît et lorsqu'il disparaît, c'est toute une 30 millions d'habitants qui tirent leurs ressources de ce lac qui seront sans emploi. Alors le Mekong, vous avez déjà des résultats, tout le monde en parle, donc bien sûr vous êtes optimiste. Yes. Yes, I would echo very much of the previous speaker. We have a similar situation where we have strong political support. 2 years ago, in 2010, we had the MRC summit where the Prime Minister reaffirmed the importance and the significance of the Mekong River Commission. In last year, 2011, the member countries agreed to the Basin Development Strategy, which is now putting forward to be implemented and practical projects will result. And we also have a strategy until 2030, which will see the Mekong River Commission being transformed from a commission which does a lot of training and it's dependent on a lot of external support to an organization that will be fully owned and fully financed and fully managed by the 4 member countries. So I'm very optimistic, and I think the member countries have seen a clear vision on how they will take over the organization and the responsibilities in the near future. Merci. Alors, les Brésiliens, vous êtes aussi optimistes? Elle se met bien en place, la loi de 1997? Sim, é claro que o nosso otimismo é bastante grande, até porque a gente tem, só para compartilhar um exemplo com todos os senhores, nós temos um sistema de abastecimento na nossa região que abastece 14 milhões de habitantes e mensalmente nós temos uma reunião entre essas duas regiões, né, que junta a sociedade civil, os organismos de Estado, os setores privados. Então, ou seja, a nossa opinião, ainda que o Brasil, né, ou seja, de uma lei nacional de 97, né, diante de uma França que tem essa parceria grande com o Brasil, lembrar sempre que o modelo de gestão adotado no Brasil, descentralizado e participativo e democrática, vem do modelo francês. Portanto, a nossa opinião enquanto consórcio, claro que é muito otimismo. Um exemplo disso é esse reservatório que operamos e que faz o abastecimento de 14 milhões de habitantes e mensalmente se reúne num grupo de trabalho com toda a sociedade reunida, dizendo quanto vai de água para cada região e garantindo o abastecimento do segundo parque industrial do Brasil, que é a nossa região. Então, da nossa parte, eu agradeço e coloco o site do nosso consórcio à disposição de vocês, que é o agua.org.br, que esse e muitas outras publicações sobre a realidade brasileira dos recursos hídricos, já que o Brasil tem mais de 150 comitês, está à disposição de todos vocês. Então, da minha parte, muito obrigado. Merci à tous. Nous allons marquer une petite pause pour changer le plateau et faire venir, s'ils le veulent bien, les représentants de la Nouvelle-Calédonie et de la Martinique, si celui-ci est arrivé, je ne sais pas. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie. Uma colocação. A exemplo do que colocou o colega lá do PCJ, né?
Nós também compartilhamos dessa mesma ideia. Hoje temos a Rede Brasileira de Organismos de Bacia, a RIBOB, aglutinando em torno de quase 300 comitês de bacia aqui no Brasil. Nós temos o Fórum Nacional de Comitês de Bacia, que tem sido um sucesso. Cada fórum tem a participação de 300 pessoas, então tem sido um grande sucesso. E eu agradeço, mais uma vez, estar participando aqui desse evento, porque, como eu falei, as redes, tanto a brasileira como a latino-americana, têm muito a contribuir. Muito obrigado. Bon, nous allons dans un autre continent, l'Océanie, avec Madame Thierry Le Goff, qui représente ici donc le gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, c'est une île merveilleuse, un groupe d'îles merveilleux, avec surtout un lagon magnifique qui a été classé, le plus grand du monde, je crois, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce qui suppose évidemment des actions particulières de protection. Alors vous pouvez peut-être nous dire d'abord comment ça marche en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est la France, mais ce n'est pas un département français avec des institutions spécifiques, et comment donc les Néo-Calédoniens maintenant prennent les choses en main pour surtout faire l'assainissement des eaux et protéger le lagon. Oui, merci. Alors en effet, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité française bien évidemment, mais c'est une collectivité française qui est dotée d'un statut particulier qui pourrait ressembler, si je voulais comparer, à une sorte de fédéralisme interne, avec un gouvernement local, avec un congrès qui a un pouvoir législatif propre, avec 3 provinces qui ont une autonomie administrative et financière et une compétence d'ordre général, et enfin 33 communes qui ont l'originalité, comme les communes de la République française, d'être dotées du plein exercice. Alors la Nouvelle-Calédonie est non seulement dotée de ces institutions originales, mais également, vous l'avez rappelé, Monsieur Donzier, elle est entourée par le plus grand lagon du monde, qui est lui-même séparé de l'océan Pacifique par une barrière récifale de plus de 1500 km², ce qui en fait la deuxième plus grande barrière au monde après la grande barrière australienne. Et donc une majeure partie de cette barrière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors cela nous donne des obligations et également nous invite à être attentifs à la préservation de notre lagon. En plus, la Nouvelle-Calédonie est connue sur le plan mondial comme un point chaud de biodiversité. Enfin, on parle plus volontiers en anglais de hotspot de biodiversité. Donc cela a fait que depuis 2007, en effet, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a proposé une démarche que l'on a appelée l'Union pour sauver le lagon calédonien, visant justement à essayer de sauver notre lagon des pollutions liquides, des rejets d'eau non traités qui aujourd'hui se déversent encore dans ce lagon, qui pourrait du coup dans quelques dizaines d'années être irrémédiablement pollué si rien n'était fait. Très bien. Alors comment ça s'organise ? Vous avez créé une nouvelle institution spécialement, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire l'assainissement. Et donc je suppose qu'il faut convaincre les municipalités, mais aussi les industriels, et peut-être aussi les agriculteurs, de contribuer financièrement et de mettre en place un programme cohérent de protection sur plusieurs années, sur des décennies sans doute. Oui, là le plan d'assainissement qui viserait à rattraper notre retard concerne vraiment l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire la Grande Terre, les îles Loyauté, les petites îles, les villes, les communes, les tribus. Donc ça veut dire un chantier vaste. On s'est donné donc au moins 30 ans. Et en effet, d'après les premières estimations, on pourrait dire un coût qui se situerait entre 800 millions d'euros à 1,2 milliard d'euros. Oui, ça fait beaucoup d'argent. C'est énorme et évidemment d'une importance trop grande pour les seules communes qui portent l'essentiel de la compétence en matière d'assainissement. Donc cette union, en fait, a pour objectif de fédérer l'ensemble des collectivités du territoire que j'ai cité, le gouvernement, les 3 provinces, les 33 communes, en partenariat avec l'État français, dans l'objectif de créer un organisme,
une structure collégiale, une structure partenariale qui aurait, elle, pour mission d'apporter un appui administratif, un appui technique, un appui financier aux communes pour mener cette politique globale et cohérente sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment, au moins 30 ans et des investissements, en effet, d'une certaine importance. Donc pour le moment, la Nouvelle-Calédonie va financer sur ses fonds propres une partie de ce plan, mais bien sûr, elle va très vite aller à la recherche de financements complémentaires auprès d'instances françaises et européennes et auprès d'établissements de crédit nationaux et européens. Bon, c'est là que la solidarité doit jouer, si on veut protéger la nature quand elle est merveilleuse comme chez vous. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci. Je ne sais pas si notre ami de la Martinique nous a rejoints. Sinon, je vais vous proposer d'aller sur un autre continent qui est l'Europe pour terminer cette table ronde. Avec, est-ce que Merkam Ermedli de la Turquie nous a rejoint aussi? Non, il n'a pas pu encore arriver. Donc je vous présente mes deux autres invités nouveaux, qui sont Monsieur Arnaud Courtecuisse. Alors Arnaud est le représentant des agences de l'eau françaises. Il travaille lui-même dans l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui a la particularité d'être une agence du nord de la France, mais qui partage un grand fleuve nord-européen qui est l'Escaut, avec nos voisins belges et nos voisins néerlandais. Donc Arnaud nous présentera un peu les deux aspects, à la fois l'expérience française de maintenant presque 50 ans, et notamment ses réussites sur le plan de la planification, du fonctionnement des comités de bassin et du financement, et puis bien sûr la participation dans la commission internationale de l'ESCO. Et puis j'ai également avec moi Xavier Ursat, qui est le directeur délégué de la production hydraulique d'électricité de France, qui à ce titre, étant un utilisateur de l'eau, siège dans les comités de bassin français, mais également Électricité de France étant une grande entreprise multinationale maintenant, intervient bien sûr dans d'autres pays européens et à l'étranger, et donc nous fera part un peu de son expérience, et en particulier d'une question que l'on a tous en tête quand on parle d'aménagement des fleuves. Comment est-ce qu'on rend compatible la production hydroélectrique, qui est indispensable puisque nous avons besoin de plus en plus d'énergie et qui permet surtout de passer les pointes de consommation et de stocker l'énergie produite éventuellement par d'autres sources. Comment rendre cette production électrique compatible avec la protection de l'environnement, puisque en Europe nous avons deux directives, la directive cadre européenne sur l'eau qui vise au bon état des masses d'eau européennes d'ici à 2015, 2021 et 2027 pour les plus difficiles, et puis une directive qui vise également à développer les énergies renouvelables, et bien entendu l'hydroélectricité est la première d'entre elles. Alors Arnaud, bientôt 50 ans de gestion de bassin en France, comment ça marche? Eh bien, ça marche a priori plutôt pas mal. Tout d'abord dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Rio pour représenter l'ensemble des agences de l'eau, avec ce système, comme tu l'as dit Jean-François, en fait, qui existe depuis maintenant près de 50 ans, qui s'appuie sur des comités de bassin. C'est vraiment la clé de voûte en fait de ce système, c'est-à-dire en fait une structure qui va représenter l'ensemble des acteurs de l'eau du bassin, des élus, des représentants de la société civile, des représentants des usagers, des représentants des collectivités locales. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est de dire que ce comité de bassin doit avoir un rôle qui n'est pas simplement d'être consulté sur des projets de programmes, d'actions en matière de l'eau, mais il doit aussi au cœur de la décision, et y compris la décision financière. Et c'est une des particularités fortes en fait, des systèmes de gestion par bassin en France, c'est une collecte de taxes, de redevances, qui se fait au niveau des bassins et qui est réutilisée au niveau des bassins pour financer en fait, les actions de l'eau. Alors, les utilisateurs de l'eau du bassin, ils siègent au comité de bassin, ils votent aussi les redevances, qui sont des taxes spéciales affectées à le prélèvement ou à la pollution de l'eau en France, sont des usagers heureux et qui maintenant dialoguent dans les comités de bassin? Moi, je crois que nous tirons une expérience effectivement extrêmement positive de ces 50 années, sans doute, de gestion de l'eau au niveau des bassins français.
Est-ce qu'on peut dire que les usagers sont des usagers heureux? Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que se pose la question. En tout cas, nous avons tous le sentiment qu'au niveau des comités de bassin, nous travaillons à la bonne maille pour à la fois décliner les politiques publiques de niveau européen ou de niveau français qui ont été décidées, et à la bonne maille pour faire le partage de tous les enjeux entre les parties prenantes. Je crois que c'est effectivement la maille pertinente qui nous permet à la fois d'analyser les questions de gestion quantitative de l'eau, les questions d'enjeux croisés des différents usages de l'eau et évidemment la mise en œuvre des politiques publiques de protection des milieux aquatiques. Donc on est à une maille que nous estimons aujourd'hui pertinente, avec un fonctionnement des agences de l'eau sous forme de redevances et aides sur des actions significatives en faveur en général de l'environnement et de la protection des milieux aquatiques, sur laquelle on pourra revenir et qui me semble globalement extrêmement positif, même si évidemment régulièrement nous avons des débats sur le calage des redevances. Alors, nous avons la chance d'avoir été rejoints par notre ami du gouvernement turc, Monsieur Erdemli, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, voilà, qui est à la direction générale de la gestion de l'eau au ministère turc des forêts et de l'eau, et qui lui est en charge de l'application dans son pays de la directive cadre européenne sur l'eau dans le cadre des procédures d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Peut-être un mot sur la façon dont maintenant vous voyez en Turquie l'application de cette directive. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça apporte un plus? Comment est-ce que les nouveaux candidats à l'Union européenne voient ces directives? Ce sont des contraintes ou ça apporte réellement des avantages? Thank you very much for giving the floor to me. And you said I am from the Minister of the Forestry and the Water Issues from Turkey, and you know we are the candidate country for the EU accession to the EU. Now we are in the negotiation many directives in Turkey, and there are many directives which we have to transpose to our Turkish legislation. One of them is, of course, the Water Framework Directive, and we have opened the environmental section in 2009, and it is a very hard chapter, it is a very huge chapter, and one of the most important directive is the Water Framework Directive. Of course, we are dealing with all items of this Water Framework Directive in Turkey, and we will try to transform all the items to our Turkish legislation. And I said before, we have opened the environmental chapter in 2009. After this date, there will be many changes in Turkey. For example, one of them, maybe the biggest, the most important one, there is a now new institution which has been established in 2011, which is the DG Water Management. His the major duty is to dealing with these directives and implementation of these directives, and also the preparations according to these water framework directives. Now we are dealing with the preparation of the water river basin management plans, and which according to the items of these directives. And in briefly, I don't want to take too much time of you, of course. This directive is not an easy one, and also there are many items. It is very hard one for Turkey, but we need time, I think, and in a very near future, we will transform all the items of directive into Turkish legislation. We are going on, what is going on in Turkey now, the transformation of this directive. Eh bien, merci beaucoup. Un nouvel invité nous rejoint, c'est Frédéric Youin. Je le prononce mal, c'est pas mal pour un début, qui est directeur
de l'unité de recherche sur l'espace et le développement à l'Institut de recherche et de développement, l'IRD français. Alors, Arnaud, la politique de l'eau, ça coûte cher. Comment est-ce qu'on arrive à introduire ces dépenses dans l'économie générale, surtout quand, comme tout le monde le sait, l'Europe traverse une crise aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a 3 mots-clés en fait pour désigner ces financements, c'est solidarité, lisibilité et durabilité. Solidarité parce que le bassin, c'est l'endroit où effectivement les financements vont être solidaires, c'est-à-dire que les différents acteurs vont contribuer à la politique de l'eau qui a été définie au niveau du bassin. La lisibilité, c'est qu'à partir du moment où il y a un système de taxes, de redevances, eh bien, chacun des acteurs doit comprendre combien il paye et sous quelle modalité on calcule ces redevances. Et la durabilité, eh bien, c'est qu'il faut aussi adapter en fait, ces financements aux durées des ouvrages, par exemple, qu'on va financer, une station d'épuration, des réseaux, ça dure longtemps, donc il faut trouver aussi les financements qui sont adaptés. Et un dernier mot pour dire qu'est-ce qui est vraiment un point important sur la gestion par bassin, c'est d'être capable de démontrer les résultats qui ont été obtenus et d'avoir vraiment des indicateurs qui soient de plus en plus orientés vers le pilotage et le compte rendu en fait, eh bien, que cette politique, comme tu le disais, qui coûte cher parfois, eh bien aussi est efficace sur le milieu et rapporte. Très bien. Alors, Électricité de France, vous participez à la politique de bassin, vous participez aussi au financement, mais vous participez surtout aux négociations avec tous les autres partenaires parce que c'est toujours compliqué de produire de l'électricité dans un bassin. Oui, nous participons forcément un peu à tout ça. Alors, nous participons évidemment au financement puisque EDF, compte tenu de sa taille et de son métier de producteur électricien, hydroélectricien, mais aussi producteur nucléaire ou thermique dans les bassins, est souvent un des plus gros, si ce n'est le plus gros contributeur industriel en fait, au financement des bassins en payant des redevances pour prélèvement d'eau pour ses usages hydroélectriques ou nucléaires. Donc nous participons évidemment aux négociations et nous y participons avec effectivement une attitude qui est toujours un peu délicate parce que souvent ces redevances en fait sont les mêmes qui sont payées en tout cas pour la production thermique par d'autres industriels qui utilisent l'eau à des fins de refroidissement et nous devons toujours avoir en tête que quand nous négocions avec les pouvoirs publics et avec finalement tous les usagers ou toutes les parties prenantes de l'eau au niveau d'un bassin, quand nous atteignons un accord, il s'appliquera à EDF mais il s'appliquera de manière indirecte à tous les industriels. Donc ça c'est un point important de notre positionnement dans le bassin. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je crois que l'action des bassins en France est extrêmement positive depuis plusieurs décennies qu'ils existent. Je crois que nous avons maintenant un outil qui est à la fois un outil de partage d'expérience, de partage de regard entre les parties prenantes et un outil d'action à la fois avec un potentiel technique et un potentiel financier. Et il est important que de plus en plus nous tournions tout cet outil vers l'atteinte de résultats en partageant des indicateurs que nous avons commencé à élaborer au niveau national et bassin par bassin. On en discute régulièrement au Comité national de l'eau et nos représentants dans les 6 bassins français en parlent régulièrement pour que, année après année, ou plan pluriannuel après plan pluriannuel, nous ayons une vraie visibilité sur les progrès que nous faisons en matière de gestion de l'eau collectivement et que nous faisons en matière de protection des milieux aquatiques. Alors, la recherche. Nous ne savons pas tout sur les bassins. Et la connaissance est évidemment la première des conditions d'un dialogue entre les usagers, pour savoir quelle est la situation, comment les choses évoluent, et éventuellement poursuivre les politiques, pour savoir si elles sont efficaces ou si après tout, tout ça ne sert à rien. Alors, quel est le rôle de l'IRD et comment peut-il nous aider à mieux connaître pour mieux gérer les bassins ? Alors effectivement, l'approche par bassin exige une connaissance approfondie de la connaissance sur la ressource en quantité, en qualité. Elle exige aussi de mieux l'analyser, la comprendre, la modéliser. Donc elle est à différents stades du processus de la gestion et en particulier dans la première phase qui est en fait le partage d'une même connaissance à l'échelle de différents territoires, puisque dès qu'on a une approche par bassin, on raisonne en termes de territoire, en fonction des usages. Et donc là, la recherche est en permanence questionnée sur ces sujets-là. Alors l'IRD est un organisme qui a maintenant presque 70 ans, qui coopère, ancienne Orstom, donc qui a coopéré avec de nombreux services hydrologiques, avec de nombreux pays, pour l'essentiel des pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine. Et
sa principale mission est d'élaborer ses connaissances, ses réseaux de mesure, ses modèles de fonctionnement. Avec les changements climatiques, cette connaissance devient tout à fait déterminante pour faire des prévisions, pour dimensionner un certain nombre d'ouvrages et pour prendre en compte les différents points de vue des acteurs qui sont absolument nécessaires dans des processus de gestion. Alors je vais peut-être donner une illustration de recherches tout à fait récentes qui permettent aujourd'hui d'avoir des perspectives intéressantes. C'est notamment l'utilisation de satellites d'observation de la Terre et en particulier pour mesurer par exemple les plaines d'inondation. Ce sont des volumes qui ne sont souvent pas forcément appréhendés par les modèles. Et puis des satellites d'altimétrie qui permettent en fait de mesurer la hauteur des bassins, la hauteur de l'eau, et donc de compléter des réseaux de mesure, et en particulier lorsqu'on a calé ces mesures, de reconstruire un historique pour mieux gérer et anticiper la ressource. Donc voilà quelques illustrations de points que la recherche peut contribuer à cette approche des bassins versants. Alors, monsieur le directeur, le bassin de la Méditerranée va être, dit-on, un hotspot du changement climatique, avec des conséquences énormes sur les débits des rivières et sur les ressources en eau en général, plus une augmentation très forte de la demande et de la pollution. Est-ce que la Turquie, maintenant, notamment avec les nouveaux instruments dont vous vous dotez, est prête à affronter ce challenge? Thank you very much for these questions. Actually, it is very important for Turkey, you know. It is important for also all over the world. Of course, we have affected from the climate change very much, you know. Turkey is a semi-arid region, and our precipitation amount is decreasing every year. For this reason, we are in a very difficult position, and we have to put some policies to deal with these or mitigation measures to deal with the effects of the climate change. For this reason, now there are new departments, I said before, established in the DG Water Management, and we are now monitoring our resources more effectively, and we are taking the precipitation amount. And of course, it is a must, you know, for Turkey to build or construct dams. Otherwise, we cannot find the water in the summer times. And also, I said before, it's a semi-arid region, and we are not a water-rich country. For this reason, we also use some policies about the use of the water, effective use of the water, and also we will take the holistic approach to take the all stakeholders together and to take their decisions, and also we will try, or we are starting to prepare the water river basin management plans to use our water more effectively to get rid of the bad effects of the climate change in Turkey. Merci. Alors Arnaud, l'agence de l'eau Artois-Picardie, c'est un petit bout du bassin de l'Escaut. Comment ça marche avec nos voisins belges et hollandais? C'est le grand amour? Alors, ça marche assez bien, oui, parce qu'avec nos voisins belges et néerlandais, on entretient des relations très bonnes depuis déjà des décennies. Et d'ailleurs, en fait, la commission de l'Escaut est assez ancienne, puisqu'elle a précédé même la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau, qui a été vraiment un booster important pour beaucoup de commissions transfrontalières. Donc on a des relations de travail qui fonctionnent bien, qui ont permis, avec la directive européenne sur l'eau, directive cadre, eh bien, d'avoir une vision encore un peu plus commune du bassin, du district hydrographique. Et puis il y a une initiative aussi sur laquelle je voudrais dire juste un mot, c'est que à l'agence de l'eau Artois-Picardie, on accorde une place importante à la jeunesse. On a créé en fait un équivalent de notre comité de bassin formé de jeunes. Et puis ces jeunes se sont associés avec les jeunes des Pays-Bas et les jeunes de Belgique pour créer un parlement des jeunes de l'Escaut, pour les districts internationaux de l'Escaut. Et puis cette initiative est bien encore grossie, puisqu'on est arrivé à un parlement mondial de la jeunesse qui était à Marseille et qui est en partie aussi au sommet de Rio, puisque des représentants en fait, de ces jeunes sont aujourd'hui avec nous pour ce sommet de Rio. Et c'est un point important de laisser aussi une place et une parole à la jeunesse dans tous ces travaux, puisqu'ils font émerger encore plus la notion de bassin international, de bassin transfrontalier. Oui, puis je crois qu'il y a une initiative qui a été lancée au Forum mondial de l'eau de Marseille, qui est l'idée d'un passeport bleu, voilà, c'est-à-dire un passeport de citoyen du bassin, surtout quand le bassin est transfrontalier comme est l'Escaut.
Voilà, donc c'est une initiative auquel tu es d'ailleurs complice. Bien sûr, L'idée, c'est sinon d'avoir, j'en parlerai pas. voilà, qui a été développé avec Raymond Jost. Et donc ici, vous avez un exemple eh bien, du premier passeport bleu, en fait, qui est celui de Raymond Jost, et qui considère qu'on est citoyen d'un pays, citoyen du monde, mais aussi citoyen d'un bassin, et d'un bassin qui peut être international. Et que cette citoyenneté, eh bien, c'est des droits, mais c'est aussi des engagements, en fait, des devoirs par rapport à ce bassin. Donc je pense que tu auras bientôt un passeport Mon bleu. passeport aussi, Voilà. j'espère, le numéro 002. Ce sera un collector. Et puis, évidemment, les jeunes en fait, qui font partie du Parlement mondial de la jeunesse, donc 80 jeunes du monde entier, eh bien, seront les premiers à recevoir aussi ce passeport. Alors, EDF est aussi une entreprise citoyenne du monde, maintenant. Peut-être un mot sur les relations entre EDF et nos amis brésiliens. Vous avez de gros intérêts, je crois. Oui, nous avons de bonnes relations. Alors, bon, évidemment, pour un hydroélectricien, le Brésil reste un pays fascinant. C'est un paradis. C'est un pays fascinant, bon, avec quelques aménagements qui, je pense qu'on peut le dire comme ça, ont marqué l'histoire de l'hydroélectricité dans le monde, au Brésil. Ce que l'on a pu constater, en fait, en travaillant avec nos amis brésiliens, c'est que, au-delà de ce qu'on connaît, des grands chiffres qu'on connaît de ces aménagements, les Brésiliens ont fait depuis plusieurs décennies un véritable travail, je dirais, pour finalement inscrire le plus possible ces grands aménagements dans une logique de développement durable avec des approches de respect de l'environnement qui peuvent être assez similaires à celles que nous développons d'ailleurs en Europe, et des approches de développement économique local autour des aménagements, d'accès à l'enseignement, d'accès à l'énergie, enfin de beaucoup d'initiatives qui, je crois, sont très intéressantes. Nous avons nous-mêmes à EDF, via nos projets européens ou des projets ailleurs dans le monde, un vrai travail en cours sur ce qu'est un aménagement hydroélectrique durable et ses caractéristiques, je dirais, tant énergétiques que de protection de l'environnement, que de développement économique local. Donc, en fait, nous avons la conviction qu'au croisement de l'expérience brésilienne et de l'expérience d'EDF, on doit pouvoir construire de très beaux aménagements hydroélectriques au Brésil, qui seraient des aménagements emblématiques sans doute de ce que serait une hydroélectricité durable. Donc c'est à ça que nous souhaitons, à notre échelle, mais avec beaucoup de motivation, contribuer. Alors, nous savons tous que la France est un pays latino-américain. Vous savez peut-être que le pays avec lequel la France partage la frontière la plus longue n'est ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la Belgique, mais le Brésil. Donc l'IRD doit travailler, je suppose, en Guyane et sur les fleuves transfrontaliers que nous avons avec nos amis d'ailleurs du Nord et bien sûr les Brésiliens. Oui, tout à fait. C'est une dimension tout à fait importante pour les recherches que mène l'IRD, qui dispose d'équipes de recherche basées en Guyane, d'équipes de recherche basées en Amazonie, dans les États du Nord particulièrement, l'État du Pará, l'État de Manaus. Et le thème de l'eau et de la gestion intégrée de cette ressource est central dans ces questionnements, puisque même si la Guyane ne partage pas le bassin versant de l'Amazonie, au travers du plateau des Guyanes, il y a au moins un fleuve transfrontalier qui est le fleuve Oyapock qui est partagé. Il y a des programmes actuellement sur la connaissance de ce milieu naturel, de ce patrimoine, la délimitation de son bassin versant, son fonctionnement, et essayer de se mettre d'accord sur des indicateurs communs de part et d'autre de la frontière pour envisager une meilleure gestion transfrontalière de cette ressource. Et évidemment, ça s'intègre dans une gestion transfrontalière de l'ensemble du bassin amazonien avec les 11 pays partenaires de l'OTCA, l'Organisation du traité de coopération de l'Amazonie, avec lesquels l'IRD développe des recherches et des travaux et des partenariats depuis de nombreuses années, à la fois en bilatéral avec les différents pays et leurs services hydrologiques, mais aussi en multilatéral pour contribuer à cette gestion durable de cette ressource en eau. Je rappelle que le bassin amazonien, c'est proche de 20% de l'eau douce mondiale et un potentiel énergétique dont je n'ai pas les chiffres, mais qui me semble être de tout premier ordre. Alors nous avons entendu ce matin à la fois des représentants des administrations, nous avons des entreprises, de la recherche. Je voudrais donner, puisqu'il nous reste 2 minutes, rapidement la parole à une ONG importante, puisqu'il s'agit de Green Cross International, qui soutient aussi la politique de bassin. Donc Marie-Laure Verkamp, qui la représente ici, qui est le délégué pour l'eau de cette association. Si tu veux bien nous dire 2 mots sur la façon dont travaille Green Cross et les grandes idées que vous soutenez.
Oui, bonjour. Alors, je vais parler au nom de Green Cross et puis de l'Effet Papillon, qui est un collectif d'organisations de la société civile qui a réuni à peu près 90 organisations pendant la préparation du Forum mondial de l'eau. Donc, effectivement, nous avions plusieurs messages clés sur la vie d'un bassin. Et les messages de la société civile étaient, comme on peut s'y attendre, une véritable participation des populations, des divers usagers dans la vie des bassins. La société civile avait aussi un message en faveur de la coopération et de la bonne gestion des cours d'eau et en particulier transfrontaliers. On parlait, le chapitre qui était un des grands chapitres du Forum mondial de l'eau était paix et coopération. Et à ce sujet-là, il me semble bon de rappeler aujourd'hui que sur les 276 bassins transfrontaliers que compte le monde, il y en a seulement 40% qui bénéficient d'un accord de bassin, ce qui veut dire qu'il y a une insécurité de gestion, une insécurité régionale, une insécurité environnementale très importante. On observe, et la société civile soutient et a soutenu à Marseille, un effet de boule de neige en faveur d'une convention à vocation universelle, qui est la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux, qui est de plus en plus ratifiée. La société civile espère qu'elle entrera en vigueur l'année prochaine pour l'année internationale de la coopération en matière d'eau, 2013. C'est une convention qui fournira à tous les bassins transfrontaliers la couverture juridique dont ils ont besoin, car on sait que la demande va augmenter fortement, car on sait que les cours d'eau vont faire face, et les populations, à énormément de défis. C'est une convention qui promeut qui promeut la coopération, l'échange d'informations. Vous parlez d'échanges d'informations très importantes, qui donne un cadre et des délais pour les travaux qui peuvent être entrepris à l'échelle des bassins. On va vous remercier pour cette intervention. Vous allez avoir d'autres possibilités de vous exprimer. Et là, il y a une session qui est déjà en place. Je redonne la parole pour le tour de table et le mot de la fin avec Jean-François Donzier. Écoutez, je crois que le mot de la fin, il est relativement simple. Il faut que tous les partenaires se mettent autour d'une table pour mettre en commun à la fois les difficultés et les perspectives en matière de gestion de l'eau. Nous avons la preuve que nous disposons d'outils qui sont efficaces. Nous avons des expériences maintenant de gestion de bassin à la fois au niveau local, au niveau national, au niveau transfrontalier, qui ont fait la preuve qu'ils sont efficaces et que ça peut marcher. Bien entendu, il faut la volonté de tous pour qu'on puisse avancer. Mais je pense que tous ici, aujourd'hui, nous vous avons montré que nous croyons que la gestion par bassin apporte une plus-value par rapport à ce que pourraient être les méthodes d'avant, où chacun faisait un peu sa petite politique sectorielle, et que compte tenu des enjeux, notamment de la démographie, de l'alimentation et du changement climatique, nous avons besoin de ces politiques pour être capables dans les prochaines décennies, parce que ça va prendre du temps, de pouvoir faire face, et j'allais oublier les enjeux évidemment de la production énergétique que nous devons avoir en tête. Merci à tous. Et puis nous nous retrouvons, si vous voulez bien, autour d'une petite caipirinha.